Bonjour Soula Saïd Soufou. Bonjour Anne-Constance, bonjour Mahorais. On ne vous présente plus, vous êtes conseiller départemental du canton de Sada-Chirongi. Vous êtes un homme politique mahorais, bien connu, qui s'implante de plus en plus. Enfin bon bref, j'arrête de vous lancer des fleurs. Vous avez eu froid quand vous étiez en métropole, puisque vous rentrez, et c'est ça qui est important, vous rentrez d'un séjour parisien et d'un séjour bruxellois, où vous êtes allé parler de Mayotte et de nos problèmes avec l'Union européenne. Oui, effectivement, ça caillait à Bruxelles. C'est le cas de le dire. En février, il fait frais. Il fait frais. Mais j'ai eu la grande surprise, au-delà de l'aspect officiel, de découvrir qu'il y avait une communauté mahoraise qui se construisait, qui s'installait à Bruxelles. Chose tout à fait épatante. Donc j'ai eu l'occasion de me réunir, de rencontrer cette communauté et de voir un peu leurs préoccupations. Ce sont nos premiers ambassadeurs là-bas, puisque la maison de Mayotte n'est pas encore à Paris. Et il faudrait peut-être l'envisager sérieusement, parce que de mon point de vue, les choses se passent à Bruxelles. À Bruxelles, j'ai été reçu à la Commission et au Parlement. Alors justement, Soula, comment est l'image de Mayotte? Parce qu'on sait qu'ici, il y a des problèmes. Comment est notre image dans les arcanes de Bruxelles? Notre image est très dégradée. Elle a été au top pendant de longues années où on a géré le Fonds européen de développement, pendant de très longues années où on était érigé parfois en modèle, hein, parce que le Fonds européen de développement est un fonds très difficile à gérer, contrairement à ce que l'on croit. Parce qu'en comptabilité, on est considéré comme un pays étranger. Donc il y a beaucoup de suspicions, de contrôle, de surcontrôle. Notre image s'est dégradée à cause de la question de la gestion des financements européens à Mayotte. Le rapport de la CICC qui a été fait pour la première période de programmation nous a fait beaucoup de mal. Et là, l'affaire du GIP nous a totalement achevés. Je dis ceci, il en va de la survie de Mayotte et de notre développement. Il faut que nous fassions en sorte de redorer notre blason à l'échelle européenne. Moi, j'ai été là-bas. Et mes interlocuteurs ne connaissent pas les élus du département qui sont en charge de ces financements. C'est pas bon, car les élus doivent porter et être les ambassadeurs, les premiers de notre collectivité. Mais l'autorité de gestion, en même temps, c'est la préfecture, donc, enfin en tout cas l'État, pardon. Donc la préfecture, c'est pas totalement anormal que les élus du conseil départemental soient pas identifiés aujourd'hui à Bruxelles. Quand vous êtes en charge des affaires européennes, que vous le soyez pour l'aspect comptable ou sur le volet politique du portage de l'identité, de la personnalité du territoire, vous devez être identifié. Donc nous ne sommes pas identifiés ni au Parlement, ni à la Commission. Ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que nous aspirons, nous aussi, à recouvrer l'autorité de gestion. Donc il ne faut pas que nous attendions la prochaine période de programmation pour nous faire connaître. Il faut que nous soyons solides à l'échelle de Bruxelles. Donc ça, c'est le premier constat qui appelle un travail du côté du département. Moi, pour ma part, étant un Européen convaincu, j'ai consulté et j'ai décidé avec des amis de créer très prochainement une maison de l'Europe qui manque ici à Mayotte. C'est une association qui œuvre justement autour de la promotion des questions européennes. Nous l'avions fait, il fut un temps, nous avons arrêté. L'équipe du GIP a commencé un travail formidable. Il faut l'amplifier. Au-delà de l'aspect institutionnel, le monde associatif doit aussi faire son travail et nous allons le faire. La dernière chose que je tiens à dire sur ces sujets, c'est qu'il nous faut du sérieux, autant du côté du département que du côté de la préfecture, pour redorer notre blason. Là, il ne s'agit plus d'affrontement ni de guéguerre politique entre le département et la préfecture. Il s'agit de Mayotte. Et moi, c'est ce que je suis allé dire. Et j'ai répété à l'ensemble de mes interlocuteurs que le département de Mayotte est comptablement en capacité d'assurer une autorité de gestion. Mais nous avons un travail politique à faire, un travail de responsabilité, un travail de portage politique des dossiers de Mayotte. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure qu'être identifié à Paris est important
pour Mayotte et notre département. Alors, parmi les sujets d'actualité pour vous, il y a aussi cette commémoration du serment de Sada. Alors, on le sait tous, c'était en août, on est en février. Et vous vous êtes pas trompé dans la date, tout le monde sait que vous êtes quelqu'un de sérieux. Donc, c'est quoi l'idée derrière cette commémoration du serment de Sada? Depuis le 3 août 67, très exactement à Sada, nous n'avons pas pensé à honorer les personnes qui ont prêté serment. Je pense notamment, pour ne pas me tromper, à Bamana, à Zouber Adinani, à Abdallah Oumadi et à Marcel Henry qui ont prêté serment ce jour-là. Ils ont prêté serment comment? Rappelons-le parce que c'est quand même très important. C'était très sérieux. C'était une époque extrêmement troublée où on avait des défections au sein de l'UDIM, l'Union pour la défense des intérêts de Mayotte, qui était l'ancêtre du MPM et puis du MDM aujourd'hui. Des gens comme Abdourakib, les frères comme les frères Sabili commençaient à quitter un peu le navire du département. Il y avait une sorte d'hémorragie. Et les dirigeants et les Mahorais commençaient à s'inquiéter pour l'avenir de Mayotte. C'était une époque trouble, les années 60. Et donc, on a fait prêter serment sur le Coran à l'ensemble de ces personnes que nous venons de citer pour qu'ils s'engagent à défendre de façon indéfectible et inlassable Mayotte française. C'est un des ciments, un des piliers du combat de Mayotte. Et moi, je dis qu'il est temps que nous puissions commencer à avoir un agenda de commémoration pour poser les bases de notre histoire. On dit que notre jeunesse est désorientée et n'a plus de repères. Mais qui lui donne des repères quand nous-mêmes, politiciens, responsables des institutions, nous ne pensons pas à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui ont fait Mayotte? Alors le 3 août, c'est loin, mais c'est demain, car nous voulons que cette commémoration soit une réussite, une première. Nous en parlons maintenant pour que le département, qui est en première ligne sur cette question, car l'ensemble de ces personnes qui ont prêté serment ont occupé plusieurs fonctions, mais ont été conseillers généraux. Donc le conseil départemental est concerné. L'État est concerné, puisque c'était des serviteurs de la République. Il faut aussi que nous puissions, à ce niveau-là, avoir un discours de responsabilité pour penser à nos anciens, à ceux qui ont fait Mayotte. Aujourd'hui, moi, je suis toujours triste quand je vois que c'est l'anniversaire de la mort des responsables, Zenam Déré, et l'ensemble des personnes qui ont fait Mayotte, et il n'y a même pas un communiqué à la radio. Alors qu'au niveau national, on commémore l'ensemble des faits historiques. Et donc c'est ça qui donne des repères. Et moi j'insiste pour que nous puissions commencer à le faire. Moi, que ce soit avec le département ou sans le département, je pense que le 3 août prochain doit être commémoré avec tout le faste et la responsabilité qui s'y est, parce que ces gens ont fait Mayotte. Soula Saïd Soufou, pour changer complètement de sujet, vous vous êtes récemment intéressé à cette maison de la justice et du droit qui n'existe pas à Mayotte, alors qu'ailleurs en France, il y en a. Alors, c'est quoi une maison de la justice et du droit? Une maison de la justice et du droit est là, dans chaque département, dans chaque région. Il peut y avoir beaucoup, il peut y avoir des antennes, il peut y avoir beaucoup de ces maisons. Ils sont là, au cœur des quartiers, dans la proximité, pour faire de la justice, de proximité. Ça n'a rien à voir avec le CDAD. Il y en a 101 dans chaque département, il y en a. Nous avons porté ce projet au sein de la 3CO. Le président du tribunal a jugé que le projet n'était pas opportun. Nous avons interrogé la chancellerie qui a suivi le point de vue du président du tribunal. Nous pensons que c'est une erreur. Il y a ici à Mayotte, et ce sont les chiffres de l'État, qui disent tous les jours l'explosion des violences et de la délinquance. Il y a au cœur de Mayotte et en dehors de la zone urbaine une nécessité d'avoir une maison, une enceinte où les victimes, où les professionnels de la justice doivent venir à la rencontre de ceux qui ont besoin d'être accueillis, d'être renseignés. Il ne faut pas que nous confondions le CDAD, qui œuvre sur l'accès aux droits de façon générale, les allocations familiales, etc., etc., avec la question de la proximité du judiciaire. Et ça, je pense qu'il va falloir que l'État reconsidère sa position, car la situation de Mayotte appelle une telle maison. Je rappelle,
pour terminer, qu'il y en a 7 ou 8 à La Réunion et il y a un CDAD à La Réunion. Donc cette singularité qu'on veut imposer à Mayotte n'est pas du tout la bienvenue. Alors il y a un autre sujet sur les quelques dernières minutes que je voulais aborder avec vous parce que avant, dans les temps d'avant, alors c'est vrai, vous avez rédigé, parce que c'est quand même les 5 ans de l'EPFAM, on en a parlé tout à l'heure et figurez-vous, l'histoire ne le sait pas, mais que l'EPFAM est né d'un amendement du temps où Ibrahim Aboubacar était député de Mayotte et vous étiez son attaché parlementaire et l'amendement qui a vu et qui a permis à l'EPFAM de naître, c'est vous qui l'avez écrit? Absolument, parce qu'on voyait que cela manquait dans le paysage de Mayotte. On voit aujourd'hui les merveilles que peut faire l'EPFAM. Alors oui, il y a des choses à redire, comme pour chaque institution. On n'a pas le temps et ce n'est pas le lieu, mais effectivement, c'est une grande fierté. Et c'est là où on dit qu'il faut lutter. Parce que ça n'a pas été facile, l'État a été réticent, mais nous avons négocié durement sur cette affaire et nous voyons aujourd'hui qu'il y a des résultats extrêmement concrets. Les parcelles foncières libérées, remises à des collectivités pour construire, et à des porteurs de projets qui font notre économie, c'est une fierté. Il faut aller plus loin. Moi, j'encourage cette équipe qui fait un travail formidable à être toujours près des Mahorais et à l'écoute des professionnels. Et dernier sujet, dans les temps d'avant, toujours les temps d'avant, vous avez été DGS de la très jolie ville d'Aqua, n'est-ce pas? La Chambre régionale des comptes a récemment rendu un rapport, comme elle le fait sur toutes les collectivités, et ça vous a énervé. Oui, ça m'a énervé parce que c'est une collectivité que j'ai dans mon cœur, vous le savez, et ça le restera. Nous avons fait un travail formidable avec Ahmed Darweshi et son équipe, car nous avions hérité d'une collectivité défaillante au niveau budgétaire, au niveau financier, et nous l'avons redressée jusqu'au bout. Et ça, la Chambre l'a reconnu, l'amélioration des finances. Là, nous sommes d'accord. Nous nous sommes aussi battus pour l'école, parce que beaucoup d'écoles d'Aqua sont délabrées, datent des années 70 et 80, sont inondées et ne sont pas rénovables, si on peut employer le mot. Donc nous nous sommes battus auprès de l'État pour pouvoir rénover les écoles qui pouvaient l'être, ceux qui sont en hauteur, et nous avons négocié la construction d'un nouvel établissement scolaire pour pouvoir dégager les écoles qui ne sont plus aux normes. L'État ne nous a pas accompagnés à la hauteur que nous voulions. Nous avons obtenu des crédits pour financer 6 salles de classe. Ça nous permet de désengorger les classes du bas qui sont inondées. Mais ce que je ne comprends pas, c'est alors même que la situation était fragile, alors même que nous avons fait un effort pour rénover les écoles qui pouvaient l'être, alors même que nous avons entamé la construction d'une nouvelle école, que la Chambre nous dit que la compétence école, scolarité, n'est pas assumée par la commune. Moi, je ne peux pas comprendre ce genre de choses. Il faut, au-delà des chiffres, regarder aussi le contexte qui est celui de nombreuses communes et regarder aussi les capacités de l'État qui ne suivent pas aussi, parce qu'on dit qu'on n'a pas de projet. Là, il y avait un projet de 30 salles de classe. L'État n'a pas pu budgétairement nous accompagner. Donc, je ne peux pas laisser la Chambre dire que la commune d'Aqua n'assume pas la compétence école. Là, il y a une erreur d'appréciation manifeste. C'est dit, et on aura demain matin sur le plateau l'un des adjoints de l'époque de la commune d'Aqua qui sera avec nous et qui reviendra en détail sur tous ces aspects. Et il est vrai que la Chambre régionale des comptes, sur tous les rapports qu'elle sort en ce moment, focalise son attention sur la scolarisation et les conditions dans lesquelles ces compétences sont exercées, pour souligner à chaque fois que ça ne va pas et que les moyens mis ne sont pas suffisants. Enfin, quand il y a déjà 25% du budget de la commune qui est consacré à l'entretien des écoles, c'est difficile d'aller au-delà. Mais ça pose une question de société, Soula. C'est un peu ce que vous... Non, mais c'est ce que je dis, mais il faut poser le débat dans son entièreté. Exactement, exactement. Voilà. Merci Soula Saïd Soufou. Merci Anne-Constance. Vous revenez bientôt. Naturellement. La porte est ouverte, en fait, n'est-ce pas? Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Et bien, tout de suite, la suite de nos programmes.